Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Cybèle Olivier. Salut Cybèle. Allô Alexandre. Alors oui, en une du journal papier, commençons avec notre journal ce matin, c'est Francis Alain qui nous parle de Scale AI, un organisme sans but lucratif en intelligence artificielle. Il nous apprend que ses employés seraient payés plus de 200 000 $. Donc c'est un OSBL, pour ceux qui connaissent pas ça, qui distribue de l'argent aux entreprises qui reçoivent des fonds du gouvernement et qui aident les différentes entreprises d'intelligence artificielle à développer des projets. Mais là, Francis Alain nous apprend que pour ses 16 employés, c'est 3,3 millions de dollars qui ont été mis en rémunération salariale en 2023 et 4 de ces employés-là auraient été payés plus de 300 000 $. Alors, je pense que ça, c'est un texte qui va faire pas mal réagir ce matin. Parce que comme c'est une OSBL, il y a de l'argent public là, qui est injecté là-dedans. Ce n'est presque entièrement ça. Là. C'est plus de 400 millions de dollars qui ont été injectés, majoritairement du fédéral, mais aussi du provincial, à peu près 53 millions de la part du provincial. Mais ça reste qu'on se dit, c'est énormément d'argent injecté dans un OSBL que peu d'employés avec des immenses salaires. Alors pourquoi? Quels sont les tenants et aboutissants de ça? C'est ça qu'on ne sait pas trop. Parce que Francis Alain, il est allé demander, il a fait une demande d'accès à l'information pour avoir un peu plus d'informations. Un classique. Pourquoi tu ris, Alexandre? Parce qu'on ne fait que ça dans notre métier, des demandes d'accès à l'information, particulièrement nos collègues du journal là, qui sont excessivement proactifs. Puis ça prend du temps, c'est long. On redonne un document caviardé, on refait une autre demande, on conteste, c'est long. Puis finalement, on finit par avoir la vérité. Puis souvent, quand quelqu'un s'empresse, une organisation s'empresse de vouloir là, caviarder absolument tous ces documents, souvent, là, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Mais écoute, là, c'est pas tout à fait ça qu'ils ont fait. Ils ont usé d'un autre subterfuge parce que oui, il n'a pas reçu exactement ce qu'il demandait. Donc, lui voulait avoir des documents par rapport à avoir plus d'informations sur donc la masse salariale exacte pour savoir combien les gens sont payés avec exactitude. Et surtout, c'est quoi la performance économique de Scale AI? Parce que, OK, parfait, on injecte, mais c'est quoi les redevances de ça? Là, ils ont reçu des documents qui étaient déjà publics et ils ont dit, et je cite, qu'ils ne pouvaient pas dévoiler les salaires parce que ce sont des renseignements personnels de nature confidentielle. Alors, oui, mais c'est confidentiel, mais c'est un organisme public qui est financé par le public. Donc, à quel point c'est confidentiel, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, Francis Alain déplore un manque de transparence, mais l'organisme s'est quand même défendu en disant que sur l'argent qu'il avait reçu du fédéral, sur 285 millions, 170 sont allés dans des projets privés. Donc, ils disent, on a quand même beaucoup réinjecté de cet argent-là et que ces projets dont on ne sait pas les retombées auraient généré 450 millions de dollars. Bon, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là, puis c'est important de faire toujours la distinction. Quand on s'en va rapporter là, du côté des médias des salaires dans la fonction publique ou des organismes financés avec des fonds publics, c'est pas toujours pour dire « Hey, c'est mauvais, là. Ils sont payés cher, c'est mauvais ». Non, pas nécessairement. C'est surtout qu'il faut être informé des salaires des gens qui sont payés avec les fonds publics. Si c'est constamment un secret, puis c'est des renseignements personnels, il peut y avoir des abus qui se commettent. Là. Puis là, après ça, c'est de savoir, oui, le rendement de cette OSBL-là, qu'est-ce que ça fait exactement comme travail? Parce que ça se peut, là. Ça se peut fort bien que dans le milieu de l'intelligence artificielle, pour attirer des gros noms, tu sois obligé de donner dans les centaines de mille de salaires. Puis ça m'étonne zéro, sincèrement. Là. Tu dois bien payer ces gens-là. Si on avait un peu plus de détails sur qu'est-ce qu'ils font exactement et pourquoi, peut-être que majoritairement, on aurait une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles on leur donne des aussi bons salaires et ça n'aurait pas l'air d'être fait peut-être sur le côté sans vouloir trop informer la population. Voilà, puis ça permet de suivre un peu, d'avoir un contrôle des dépenses parce que si je prends l'exemple du dossier le plus fantastique en la matière, l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, il y avait personne qui savait combien se dépensait là, il y avait personne qui regardait les finances de cet organisme-là, il y avait personne qui contrôlait ce qui se passait et qu'est-ce qui se passe quand il y a personne qui regarde qui fait quoi avec les fonds publics? Il y a du monde qui mettent les deux mains dans le pot de bonbons puis qui s'en servent là, allègrement, sans scrupules puis sans gêne. Donc, ça vaut la peine là, d'avoir un œil quand même là, sur ces finances-là. Tout savoir en 24 minutes. Et un autre sujet qui parsème les unes ce matin, c'est le Canadien de Montréal. 60 millions pour Slafkovský. On en parle dans la presse, on en parle dans Radio-Canada. Donc, le dossier Slafkovský
est clos. L'attaquant va rester à Montréal jusqu'en 2033. Je t'entendais en parler un petit peu en ouverture d'émission aussi. Un point que je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est Ken Hughes qui disait justement vouloir respecter une certaine structure dans le Canadien. Je voulais qu'on parle de ça. Je veux juste vous rappeler les grands points avant. Donc, Juraj Slafkovský qui va terminer son contrat ou peut-être le renouveler à partir de ses 29 ans. Donc, il est avec nous pour quand même longtemps. 53 matchs, en 53 matchs depuis le 15 décembre, il a inscrit 43 points, 18 buts et il a joué en moyenne 19 minutes par match. J'ai aucune idée si c'est beaucoup. Écoute, oui, c'est pour un attaquant, c'est quand même un bon volume de temps. Pour le reste, pour les statistiques, c'est fantastique pour un gars qui en est, là, je rappelle, comme sa 2e saison dans la Ligue nationale de hockey, qui a 20 ans. Je veux dire, son contrat va se finir, il va avoir l'âge que j'ai en ce moment. Tu sais que ça me rajeunit pas, ça, Sybelle, je suis pas vieux, là. Mais comme, non, mais moi, ça me fait un coup quand même, là, quand les joueurs du Canadien, on dirait, ils ont toujours eu mon âge, puis là, de moins en moins, tu sais. Puis c'est une belle production, le gars a une belle maturité, il est énorme, hein. Tu sais, je dis, il est pas mal plus jeune que moi, il a plus que ma carrure, je suis pas un petit garçon, là. Énorme. Massif, ouais, imposant. Là, mais ça, c'est pas un peu... différent des attaquants, de ce qu'on voit d'habitude des attaquants? Oui et non. Dans les nouveaux modèles, là, ce qu'on regarde dans la Ligue nationale, là, je veux dire, c'est pas... le modèle classique, c'est pas Cole Caulfield. Cole Caulfield, c'est une exception à la règle. Être petit comme ça, règle générale, dans la Ligue nationale, c'est dur parce que si t'arrives dans un hockey de série, si t'arrives quand ça joue plus physique, tu vas te faire tasser. Puis même des grands joueurs là, dans la Ligue, là, en termes de talent. Connor McDavid, je veux dire, a été blanchi dans les 2 derniers matchs de la série, de la finale de la Coupe Stanley. Si t'as beau être le meilleur joueur au monde, si tu te fais ramasser d'un coin, t'as de la difficulté à jouer. Donc, un cheval comme Juraj, c'est fantastique. Puis l'échelle salariale, comme tu le dis, c'est, pour moi, le meilleur coup. Mais c'est ça, parce que lui, Ken Hughes disait, il disait en fait, dans un texte de la presse, justement, on mentionnait que c'est Guillaume Lefrançois qui disait qu'il y a comme une limite psychologique que Ken Hughes s'impose en lien avec ça. Puis je voulais t'entendre là-dessus. Pourquoi? Est-ce que c'est par respect quand on se dit c'est notre capitaine, donc c'est lui la limite à ne pas franchir à ce niveau-là? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est surtout que Nick Suzuki, c'est la pierre angulaire de l'équipe du Canadien. C'est notre capitaine pour longtemps. On s'en est assuré. C'est un joueur avec une éthique de travail irréprochable, qui est un modèle pour le reste des joueurs, qui est louangé dans le reste de la Ligue, puis qui est encore jeune. Nick Suzuki, c'est sûr que quand tu dis tous ces beaux mots-là d'un joueur, puis tu commences à payer n'importe quel autre joueur que tu signes dans ton organisation plus cher que ton capitaine, tu fais non seulement grandir une espèce de rancœur en lui qui va peut-être vouloir aller chercher ailleurs après. Non seulement ça, mais en plus, tu te lances dans une espèce de spirale inflationniste. Je vais l'appeler comme ça. L'exemple, c'est ce qui a été mentionné. Voilà, l'exemple des Maple Leafs de Toronto est frappante. Dans le sens où, en ce moment, il y a 4 joueurs dans cette équipe-là qui représentent 50% du salaire de l'équipe. 4 joueurs, 50%. Tu sais, il faut pas être un mathématicien pour comprendre que c'est épais rare de payer 4 joueurs comme ça. Surtout quand c'est 4 attaquants, tu sais. Fait que après ça, t'as plus d'argent pour ton goaler, t'as plus d'argent pour tes défenseurs, puis le reste de ton équipe est pourrite, comme le sont les Maple Leafs de Toronto, pour ceux qui ne le savaient pas. Une équipe qui est pas capable de passer le premier tour des séries, on s'en fout qu'ils soient les meilleurs au monde s'ils veulent dans la saison régulière. Ils vont toujours perdre par la suite, puis c'est ce qui leur arrive sans cesse, à mon grand plaisir, dois-je l'avouer. Donc, d'éviter ça avec les Canadiens, c'est fantastique. Puis après ça, c'est de signer des longues ententes, là, tu sais, on s'entend. Suzuki, Caulfield, Slafkovský, c'est notre meilleur trio. On veut qu'ils restent ensemble, on veut qu'ils soient là longtemps. Là, ils sont non seulement là longtemps, mais en plus, leur contrat, cet argent-là, là, l'inflation, ça va pousser les salaires vers le haut. Le cap salarial de la Ligue nationale augmente chaque année. Dans quelques années, payer 7 millions pour ces joueurs-là, ça va être du vol à main armée. Fait que c'est vraiment des bons coups du côté de Ken Hughes. Ça va nous donner d'autres marges pour signer d'autres bons joueurs. Puis c'est exactement ce qu'on veut du côté du Canadien. Donc, à défaut d'avoir des bons matchs, on a des bons joueurs payés pas trop cher. On va peut-être avoir des bons matchs cette saison-ci. Tout savoir en 24 minutes. Alors, toujours en une, du Journal de Montréal qui était divisé en 3 ce matin. L'autre tiers, c'est Donald Trump. Parce qu'après avoir eu un débat jeudi dernier qui a pas mal fait parler et dont j'ai vu beaucoup de clips
terrible sur les réseaux sociaux entre Joe Biden, l'actuel président, et Donald Trump. Mais là, finalement, c'est un verdict qui fait parler de Trump ce matin dans les unes. Une victoire partielle pour lui, parce qu'on apprend que Trump va bénéficier d'une immunité partielle pour certains gestes qu'il a commis lorsqu'il était au pouvoir. Lui, ce qu'on apprend, en fait, c'est que Trump ne pourrait pas être condamné pour des gestes qu'il a commis lorsqu'il était, c'est ça, en action comme président, mais ce n'est pas à titre personnel. Et là, les juges de la Cour suprême, en fait, ont décidé qu'elle allait déléguer ça aux instances inférieures des cours pour déterminer comment ça s'appliquerait, cette immunité-là, pour Donald Trump. Je vais te faire entendre quelques clips, mais Trump a tweeté après le verdict. C'est une grande victoire pour notre Constitution et notre démocratie. Je suis fier d'être un Américain. Et lui, Joe Biden a dénoncé dans cette décision-là. Il dit que ça pourrait créer un précédent qui est dangereux et que les pouvoirs maintenant d'un président ne seraient plus limités par la loi. Je te laisse entendre un extrait de Joe Biden après le verdict. But any president, including Donald Trump, will now be free to ignore the law. I concur with Justice Sotomayor's dissent today. Here's what she said. She said, in every use of official power, the president is now a king above the law. With fear for our democracy, I dissent. End of quote. Donc, c'est ça, en fait, le président Joe Biden qui nous dit que Trump est désormais, au-dessus des lois, ou qu'un président serait au-dessus des lois, puis il disait la même chose que, donc, il répétait ce que une des juges de la Cour suprême avait mentionné. Et là, il se demande si le peuple devait être en désaccord avec ça et que lui-même est en désaccord avec ça. Ben oui. Je veux dire, si quelqu'un cherchait un autre signe, plus clair encore, que les États-Unis, c'est un pays qui est brisé, qui ne fonctionne pas en son centre, ben là, vous l'avez, votre preuve. Le fait que, puis encore une fois, c'est pas une décision unanime de la Cour suprême. Comme vous allez le voir pour la prochaine vie, parce qu'ils sont nommés à vie, les juges de la Cour suprême des États-Unis, première erreur, tu nommes quelqu'un à vie, quelque part, c'est toujours une mauvaise idée. Là, je veux dire, historiquement, qu'est-ce qui a été bon quand tu nommes quelqu'un à vie? Presque rien, sincèrement. Bref, passons là-dessus. Il y a les 3 juges qui sont plus, disons, progressistes. Qui, encore une fois, divergent là-dessus. C'est drôle, les 6 juges vraiment conservateurs, eux, sont d'accord avec ce genre de mesures-là. Quand Sonia Sotomayor, dont le président citait la dissension dans cet extrait que tu viens de nous faire entendre, dit le président s'est rendu un roi au-dessus des lois. Déjà que le président américain a un pouvoir de pardon présidentiel, qui est un truc complètement aberrant et stupide. Qui pourrait l'amener à s'auto-pardonner lui-même en revenant au pouvoir. Oui, parce qu'il n'y a rien dans la Constitution qui prévoit que tu peux pas t'auto-pardonner pour tous tes crimes. Le simple fait qu'il y ait un président, t'élis quelqu'un démocratiquement, puis lui peut juste faire « Toi, vous sortez de prison », c'est d'une stupidité, pour moi, sans borne. Déjà, à la base, qu'il y a quelqu'un qui puisse faire ça, dans un état de droit, c'est alors qu'il mongol. clame à la démocratie d'un autre côté en disant que c'est un bon coup pour la démocratie. De ce côté-là, on sent que ça pourrait être un petit peu unilatéral. Ben oui, surtout que là, ce que je viens de décrire, c'était déjà en place. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que là, un président, t'es en exercice de tes fonctions. Puis là, je dis ça théoriquement. Là. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ce matin, là, t'exagères, Moranville. Non. Sur papier, le président pourrait décider d'appeler SEAL Team 6, par exemple. Là. Les Marines, là, qui sont allés tuer Ben Laden, puis dire moi, j'aime pas Cybèle Olivier, allez la tuer. Puis il pourrait pas se faire poursuivre. Non, mais il pourrait se faire contredire dans sa demande de décision avec les gens et ses conseillers autour de lui. Mais tu veux dire qu'il y a le... Je veux dire, est-ce que le président américain est le commander-in-chief de toutes les armées américaines? Oui. Ouais. Oui, c'est lui. C'est lui qui a le pouvoir absolu sur toute l'armée. Si demain matin, un président veut assassiner ses adversaires politiques, là, comme un dictateur, les lois américaines ne pourraient plus le poursuivre. Je veux juste qu'on comprenne l'implication de ça. Ouais. Le fait que Donald Trump, en ce moment, ait essayé, quand il était encore président, le 6 janvier 2021, de renverser le résultat de l'élection, de renverser une élection démocratique en lançant des hordes de manifestants enragés qui s'étaient organisés à long terme pour se rendre au Capitole, marcher là-dessus, faire du vandalisme, briser des affaires, amener des tie-wraps pour essayer d'emprisonner des opposants politiques. C'est de la folie. Mais il était président.
Donc, Ils pourront plus le poursuivre pour ça. et là, ça, c'est un des verdicts qu'on vient d'entendre, mais on estime qu'il ne retournera pas en procès avant l'élection. Donc, c'est fort possible qu'il soit élu et que les procédures se passent après ou ne se passent pas. Elles se passeront jamais. C'est ça, Il exactement. a le droit de décider quelle procédure passe et quelle procédure ne passe pas s'il redevient président. Puis en parallèle à ça, il y a Steve Bannon, qui est son ancien conseiller, qui, lui, se rend en prison également parce qu'en lien avec l'assaut sur le Capitole, lui, il s'est fait condamner pour entrave à l'enquête parlementaire. Puis j'ai un extrait pour vous aussi. Écoutez-le, lui qui dit qu'il est fier d'aller en prison. If this is what it takes to stand up to tyranny, if this is what it takes to stand up to the Garland, corrupt, criminal DOJ, if this is what it takes to stand up to Nancy Pelosi, if this is what it takes to stand up to Joe Biden. Donc, si c'est ce que ça prend pour que je me dresse droit devant les abus de la Constitution américaine et de la justice américaine, je suis fière d'aller en prison pour le faire et me lever devant tous. Voilà son ancien conseiller Steve Bannon. Les juges qui viennent de prendre cette décision-là et qui ont invalidé le droit à l'avortement sont là à vie. Je vais juste le rappeler, ils sont là pour toute la vie. Tout savoir en 24 minutes. On passe maintenant à la presse. On s'est un peu attardé à notre journal, mais mon Dieu que c'est bon, c'est croustillant les nouvelles. Mais dans la presse ce matin, ça, c'est un sujet un peu plus, délicat et fâchant qui titre « 300 textos en 30 minutes ». C'est un dossier sur le harcèlement criminel. C'est Léa Carrier qui nous explique ça ce matin, qui nous dit que les chefs d'accusation de harcèlement criminel ont augmenté de 55% en 5 ans et que dans presque toutes les questions de violence conjugale, il y a maintenant des questions de harcèlement. Donc, encore une fois, on a l'impression d'être dans une spirale de déjà-vu, Alexandre, où c'est encore une fois un homme qui est blessé dans ses sentiments parce qu'il se fait laisser par sa conjointe, qui est pas capable de le prendre, qui est frustré et qui, là, commence à avoir des comportements violents, des comportements de harcèlement. Donc, elle a commencé à recevoir... en fait, elle mentionne l'histoire de Chloé, qui est un nom fictif. Il nous raconte donc que son ex-conjoint a commencé à la menacer, à l'insulter, à la harceler de centaines de messages par jour, et ça a duré pendant des semaines. Et là, finalement, la police est venue chez elle pour l'aider et pour porter plainte officiellement. Et donc, à ce moment-là, précisément, surprise, l'homme savait qu'il y avait des gens à la maison parce qu'il est capable de traquer son ex-conjointe. Et il a envoyé 300 textos en moins de 30 minutes. Alors, si c'est pas du harcèlement, je sais pas ce que c'est. Donc, c'est ça, on est vraiment dans une ère d'harcèlement qui est extrêmement favorable en lien avec les technologies. C'est beaucoup plus facile de le faire. Dans le texte de la presse, on cite notamment Maître Isabelle Dorion, qui est procureure et coordonnatrice provinciale en matière de violence conjugale au bureau des directrices du DPCP et directeur des poursuites criminelles et pénales. Oui, ça, c'était un sigle que j'avais pas dit depuis longtemps. Et elle dit en fait qu'avec toutes les technologies comme les AirTags, par exemple, c'est facile de suivre. On peut mettre même des petits micros dans la voiture, dans la maison de l'autre, si on est capable de se mettre de rentrer par infraction ou quoi que ce soit. C'est facile maintenant de faire ça et c'est en augmentation. Alors, elle nous met en alerte. Elle nous dit faites attention parce que ça, c'est quelque chose qui est en augmentation et qu'on risque de voir. Maintenant, c'est intéressant à lire, surtout qu'on nous propose aussi le guide d'autodéfense technologique de SOS Violence Conjugale. Malheureusement, c'est une histoire qui se répète. Oui, qui se répète. Il y a des femmes qui font du harcèlement aussi, mais tellement moins. C'est important tu parlais encore une fois un cas classique, typique d'un homme qui le prend pas. Puis c'est vrai. Il y a des femmes qui font du harcèlement comme ça, mais c'est drôle, à chaque fois que c'est une femme qui harcèle, c'est souvent plus comme dans le harcèlement émotionnel, émotif. Ça va être beaucoup de textos comme ça, mais quand c'est un gars, c'est drôle, ça devient violent. Il y a des menaces, hein? Ma ci, ma ça, ma maudite, je vais te... Les histoires se multiplient là-dessus, puis je trouve qu'on a fait des beaux progrès comme société quand même des dernières années pour être capable, si on veut, là, de mieux expliquer à nos gars que faut aller consulter, faut aller chercher de l'aide lorsqu'on en a besoin, que c'est pas faible, que c'est fort d'être capable de se rendre à ce point-là puis de se dire j'ai besoin d'aide, je vais aller tendre une main vers quelqu'un. Mais c'est pas assez encore. C'est vraiment pas assez encore. Parce que pour chaque commentaire qu'on va avoir comme ça, puis dans une société comme le Québec, dis-je, on fait des beaux progrès. Mais ailleurs, pour chaque nouvelle voix qui s'élève positive pour les hommes, ben t'as un modèle affreux à la Andrew Tate qui émerge sur les réseaux sociaux puis à l'international pour venir dire aux gars, vous devez être fort, vous devez pas pleurer, vous devez ramener tout l'argent, votre femme doit être à la maison, puis c'est vous qui devez tout prendre sur votre dos. Sinon, vous êtes faible. Mais ça, c'est dégueulasse parce que ce que ça crée, c'est des cas comme ceux-là.
hein, où un gars est pas capable de se rendre compte qu'il est le problème dans une situation, qui est pas capable d'aller juste chercher de l'aide, puis qui, à la place, va faire le minable, hein, parce que c'est ce que sont ces hommes-là. Vous êtes des minables, si vous m'entendez à la maison, merci. Quelque part, là, votre ex si vous l'aimez vraiment, vous allez la laisser aller. Vous allez pas... Je veux dire, c'est la base. Vous n'allez pas harceler quelqu'un comme ça. Je suis content de voir aussi que la police s'en mêle de plus en plus, qu'il y a des guides pour venir aider les gens qui se retrouvent aux prises avec tout ça. Et qu'on dénonce aussi. Continuer de dénoncer parce que on est capable, après ça, d'aller cibler des comportements plus précisément puis d'organiser plus de soutien aussi autour des victimes ou des survivantes de ces actes-là. Il y a une femme, je rappelle, un procès là, qui se tenait il y a quelques semaines à peine d'une femme qui se faisait harceler par son ex-conjoint, qui s'était caché, s'était enfui de chez lui, il avait trouvé un nouveau logement et tout. Lui, il lui a texté « Je vais te trouver, je vais te rentrer un couteau dans le ventre ». Il l'a trouvé, il lui a rentré un couteau dans le ventre, il l'a assassiné. On veut pas attendre que des cas comme ça arrivent. Ce n'est pas des paroles en l'air quand on écrit des menaces à quelqu'un. Faut que ça soit pris au sérieux. Je suis content que ça le soit. Enfin, Cybèle Olivier, merci d'avoir fait le tour avec nous.